Bonjour tout le monde. Donc, je vous remercie d'être présent et présente pour ma présentation qui va porter sur les femmes, le pouvoir et l'environnement. Et je vais tenter d'analyser avec vous les dynamiques de lutte dans les Antilles, principalement en Martinique. Mais je vais préciser tout de suite mon intention, puisqu'on va plonger plutôt dans la question de l'agriculture. Puisqu'en fait, l'idée, c'est de voir justement comment se posent ces questions, le rapport des femmes à la terre, la place des femmes dans les mondes agricoles antillais. Ça pose bien évidemment la question du pouvoir à différents niveaux que je vais développer tout à l'heure, notamment sur les questions de souveraineté à différentes échelles, et la question de l'environnement, puisque peut-être que vous savez bien sûr que nous connaissons aux Antilles, en Martinique, en Guadeloupe actuellement, une crise environnementale associée à la pollution d'un pesticide qu'on appelle lié à la molécule chlordécone, qui pollue durablement nos sols et nous limite effectivement dans nos productions. Donc en fait, mon idée sera effectivement de revenir sur ces éléments-là, mais selon un angle qui choisit clairement une approche par le genre et interroge la question de la place des femmes. Alors, pourquoi utiliser cette approche? Parce qu'en fait, depuis 5-6 ans, vous avez de plus en plus de chercheurs dans les sciences sociales et humaines qui posent justement, qui abordent la question de l'agriculture par le prisme du genre, afin de poser la question des rapports sociaux des deux sexes dans les exploitations familiales, dans les nouvelles pratiques agricoles, avec parfois l'intention d'essayer de déterminer si les femmes seraient porteuses d'une utopie, d'un rapport à la terre particulier, parce qu'elles sont femmes, parce qu'elles sont mères, et donc potentiellement cette idée du care, du soin, elle réussirait à le mettre en place dans ce domaine, alors que nous sommes dans des politiques extractivistes qui peuvent nuire à la santé, et donc avec l'utilisation de pesticides, d'engrais qui nuisent justement aux populations. Récemment, en France, vous avez un ouvrage qui a été publié par Jean-Philippe Martin, qui s'intitule Paysannes et qui pose la question justement des paysannes en France, mais du coup en France hexagonale, des années 1960 à nos jours. On a les travaux plus anciens de Madame Lagarde qui a initié un petit peu les travaux dans cette dynamique pour l'agriculture en France. La question des femmes se pose plus spécifiquement en général plutôt dans les pays dits du Sud, puisqu'en fait il y a de vrais enjeux. Elles ont un rôle particulier justement dans la culture, alors que souvent les hommes sont plus associés à l'élevage. Et nous, en Martinique, on est un petit peu à cheval entre ces Sud et ces Nord, si on peut encore utiliser ces expressions qui sont un petit peu, qui sont moins usitées, mais que j'utilise exprès parce que ce sont des raccourcis faciles à retenir, parce que nous sommes départements français, mais également ancienne colonie. Et du coup, dans mon propos, j'essaierai de montrer, selon une approche décoloniale, quelles sont les perspectives et les enjeux pour nous aujourd'hui. Donc, en ce qui concerne les agricultrices martiniquaises, sur lesquelles je vais surtout mettre l'accent aujourd'hui, mais on pourrait parler plus généralement donc des femmes dans le monde agricole, donc les ouvrières agricoles, les femmes d'exploitants agricoles, qui ont également leur part à jouer. Elles sont restées longtemps invisibilisées. Quand on recherche des statistiques à la DAF ou à l'INSEE, on retrouve des chiffres d'exploitants agricoles. On retrouve des chiffres concernant les ouvrières agricoles, mais ces chiffres sont souvent biaisés parce que souvent, elles ne sont pas déclarées, même quand elles étaient ouvrières agricoles dans la canne, parce qu'en fait, le patron elle travaillait à la tâche, à la journée, et donc, du coup, pour tout ce qui est retraite, etc., il faut faire un travail beaucoup plus poussé pour les retrouver. Les femmes des exploitants, elles ont souvent un emploi à côté ou d'autres fonctions, donc idem, elles ne sont pas déclarées. Et pour les plus jeunes, on va le voir, l'accès à la terre étant beaucoup plus difficile, il est
un petit peu délicat de les retrouver parce que souvent elles travaillent sur les exploitations d'un tiers ou d'une tiers qui leur laisse un petit bout de terrain, mais elles ne sont pas clairement déclarées. Je pense notamment à une jeune femme que j'ai pu interroger en Guadeloupe qui fait du purin à base de fruits et qui n'a toujours pas pu trouver la terre dont elle a besoin pour monter son projet, qui est pourtant bien établi, etc., et qui travaille sur l'exploitation d'une amie qui veut bien lui accorder quelques mètres carrés. Donc, il est difficile aux Antilles, dans les Outre-mer, de travailler sur cette question des femmes, parce que pendant longtemps, on ne les a pas envisagées comme des actrices viables et crédibles dans les mondes agricoles, et non plus comme des passeuses, entre guillemets, de savoir-faire, notamment liées à tout ce qui est connaissance des plantes. Dans les nouvelles générations, les perspectives sont différentes. Et justement, c'est ce qui me pousse à montrer comment certaines femmes, notamment dès les années 60, montent au créneau pour revendiquer des droits en tant qu'agricultrices, mais aussi au nom de tous les agriculteurs pour avoir accès aux terres. Donc, comme je vous le disais, nous sommes très loin de la France hexagonale, du centre. Et pourtant, nous avons une forte dépendance alimentaire par rapport à ce territoire qui était notre ancienne métropole. Plus de 80% de notre alimentation est importée de l'Hexagone. Alors que je pense que tout le monde imagine qu'on peut produire beaucoup et que du coup, nous sommes quasiment autosuffisants en termes d'alimentation. C'est faux. Si on s'intéresse au niveau des chiffres pour les femmes, selon les statistiques officielles, vous voyez que ces femmes représentent de faibles pourcentages dans le monde agricole. 22% des actifs agricoles seraient des femmes, seulement 17% des chefs d'exploitation, et en général, beaucoup ne s'installent qu'après 40 ans. Notamment parce qu'en fait, elles choisissent de se lancer dans l'agriculture soit lors du décès de leur compagnon ou d'un parent, et à ce moment, elles rachètent des terres ou très rarement elles peuvent hériter, soit parce qu'elles font un projet, comme certaines que nous verrons tout à l'heure, de reconversion professionnelle. Donc à ce moment, vous voyez qu'elles entrent dans ce monde du travail, officiellement, j'entends, de façon assez tardive. Ma question donc va être surtout de m'interroger à la problématique suivante. Comment les femmes, nos agricultrices antillaises, ici martiniquaises, parviennent-elles à construire des espaces de pouvoir face à des structures héritées de la colonisation? Puisqu'en fait, l'idée, c'est de voir justement quelles sont les stratégies qu'elles parviennent à déployer pour transformer leur rapport aux dominations au pluriel. Domination, on remet en place le système patriarcal hérité de la colonisation, mais aussi domination dans différents domaines économiques, comme nous verrons tout à l'heure. Cette question en appelle d'autres qui sont sous-jacentes. Qu'est-ce que c'est que d'avoir du pouvoir dans le monde de l'agriculture? Est-ce qu'il s'agit de posséder de la terre? Est-ce qu'il s'agit de maîtriser les techniques, comme diraient certains, de savoir conduire un tracteur? Est-ce qu'il s'agit d'avoir du poids dans les institutions, c'est-à-dire être obligé d'entrer dans un syndicat ou de faire de la politique pour pouvoir peser sur les politiques publiques qui seront mises en place? Ou bien est-ce que c'est tout simplement, comme certaines proposent de le faire, d'imaginer, d'habiter le monde autrement et de proposer d'autres alternatives qui sont différentes et qui sont les leurs? Donc, mon hypothèse, c'est que les femmes, bien qu'encore marginalisées, sont un levier du changement dans les territoires ultramarins, et notamment aux Antilles, pour initier une transformation profonde de nos systèmes agricoles. Parce que pour s'imposer, alors qu'on ne veut pas leur laisser de place, ou en tout cas c'est difficile pour elles de se trouver une place, elles sont obligées d'inventer d'autres formes d'agriculture, d'autres formes d'organisation, ou voire des formes de solidarité, qui ne cherchent pas simplement à
réduire les inégalités existantes, mais vraiment avoir un autre rapport à la relation de la terre, avoir une autre relation à ce que c'est que faire de l'agriculture. Comme dirait Malcolm Ferdinand, décoloniser la relation à la terre. C'est-à-dire que il faut repenser ces systèmes qui nous sont hérités de la colonisation. Ça nous permet aussi de poser la question du concept de l'écoféminisme dans la Caraïbe, puisqu'en fait, on peut se demander s'il y a un lien entre la domination de la nature et la domination aussi qui est faite aux femmes d'une façon générale dans un contexte post-esclavagiste caribéen. Donc je vous propose de réfléchir à ces questions en 3 temps. Un premier temps où je vais contextualiser un peu ce que j'appelle les héritages de la colonisation et en quoi justement ça peut impacter la place des femmes et les stratégies qu'elles peuvent mettre en place pour pouvoir développer ce que j'appelle des utopies, mais au sens positif du terme. Dans un deuxième temps, je vous présenterai des portraits de femmes qui ont des trajectoires qui sont assez inspirantes et qui montrent justement les différentes stratégies qu'on peut mettre en place pour réinventer cette notion de pouvoir. Et enfin, j'essaierai de faire une petite synthèse avec vous où on abordera la question des espaces alternatifs, poser la question de la souveraineté alimentaire pour des îles comme les nôtres. Donc au niveau des héritages coloniaux, le premier, et qui est le plus important quand on parle d'agriculture, c'est la question du foncier. Le pouvoir foncier est principalement entre les mains d'une minorité que nous appelons en Martinique les Békés, c'est-à-dire les descendants des colons européens qui sont restés aux Antilles et qui se sont installés. La question est que, je dis la question, je ne dis pas le problème, mais pour moi c'en est un, c'est qu'après l'abolition de l'esclavage en 1848, il n'y a pas eu vraiment de redistribution des terres. Donc, les nouveaux libres se sont retrouvés à devoir travailler à nouveau sur les anciennes habitations sur lesquelles ils étaient exploités comme esclaves. Certains mulâtres ont pu acheter des terres, certains descendants d'esclaves petit à petit ont pu acheter des petits lopins de terre, etc. Mais il y a 80%, enfin 70 à 80%, ça dépend des statistiques que vous utilisez, des terres appartiennent à cette minorité békée. On pourrait dire des blancs entre guillemets, mais on les appelle des békés parce que ce ne sont pas des personnes qui viennent de l'Hexagone, ce sont des personnes qui sont là depuis des siècles en Martinique. Donc ça pose un problème, d'autant que cette minorité détient aussi en grande partie tout ce qui est entreprise agroalimentaire et grande distribution. Vous voyez tout de suite le lien aussi que ça peut jouer sur tout ce qui est production agricole et justement comment je peux vendre ma production, à quel coût, selon quels engagements, etc. Donc cette question de la concentration foncière entre les mains d'une minorité crée de fait une situation de monopole qui limite l'accès au foncier aux jeunes et aux femmes. On va rajouter un deuxième problème, c'est au-delà de la question donc, des békés, la pression qui pèse sur le foncier, sur la surface agricole utile en Martinique par rapport au développement de l'urbanisation et de la spéculation immobilière pour d'autres domaines d'activité qui ne sont pas l'agriculture. On a de nombreux conflits d'usage entre des personnes qui voudraient acheter des terrains pour construire des résidences, pour construire des hôtels, pour développer le tourisme, mais aussi pour des questions énergétiques, puisque vous savez, quand on veut mettre des parcs de panneaux photovoltaïques, l'idée c'est d'utiliser les terrains. Parfois on utilise des terrains qui sont agricoles. Donc on a cette problématique sur une île qui est toute petite, qui fait à peu près 1128 km². Je ne sais pas si vous voyez, c'est petit. Donc dans ce contexte, on a un troisième problème sur le foncier, c'est la question de l'indivision. C'est-à-dire que quand une personne décède, la question est à qui on va céder ses biens. Et parfois, les familles ne s'entendent pas
Certains sont venus s'installer dans l'Hexagone ou sont dans d'autres territoires au Canada, etc. Et les terrains sont laissés à l'abandon. La question, c'est, oui, ils sont à l'abandon, mais qui peut les utiliser? D'accord? Donc, ça pose vraiment problème pour tous ceux qui veulent se lancer dans l'agriculture parce qu'il y a des terrains disponibles, mais en fait, ils ne sont pas vraiment disponibles. Il faudrait les louer, mais il est aussi difficile de louer parce qu'en fonction de votre projet, certains propriétaires ne voudront pas vous louer les terres. Si c'est pour cultiver des racines, je ne sais pas, de la patate douce, des ignames, des dachines, on peut vous louer la terre sur 10-15 ans. Quelqu'un qui veut se lancer dans la production d'arbres fruitiers ne peut pas se contenter d'une location sur 10-15 ans. Et le problème, c'est que, et ça s'est réalisé à de nombreuses reprises dans les années 70, c'est que souvent, des personnes assez âgées veulent bien laisser la terre à un vil prix, enfin louée pour pas cher, mais une fois que leurs enfants ou leurs petits-enfants sont prêts à lancer un projet, ils veulent récupérer la terre. Donc ça aussi, ça pose problème sur cette question de l'accès aux terres. C'est important de noter ça parce que je vais vous parler tout à l'heure d'une femme qu'on appelle Véronique Mongeant, qui a été à la lutte pour récupérer des terres dans le nord de l'île, dans une commune qu'on appelle le Morne-Rouge, au pied de la montagne Pelée. Peut-être que vous voyez un petit peu. Et elle s'est battue justement pour essayer de récupérer 125 hectares de terre. Donc, je reviendrai là-dessus, mais vous voyez que le foncier, c'est vraiment une problématique pour ces questions et les femmes sont du coup les premières concernées. Autre problématique dont je vous avais parlé tout à l'heure, la question de la molécule de chlordécone. Donc, ce chlordécone qui était utilisé pour tuer le charançon, un parasite qui perturbait la production de bananes, a pollué de façon durable les sols. Le problème, c'est que la France a laissé l'utilisation de ce pesticide malgré son interdiction dans d'autres pays comme les États-Unis. On est aujourd'hui en lutte judiciaire avec l'État français, puisqu'on a porté plainte. Plusieurs associations martiniquaises ont porté plainte contre l'État français qui a laissé l'opportunité aux agriculteurs de continuer à utiliser ça pour la banane. Et on se retrouve confronté à des non-lieux alors qu'en fait, il y a reconnaissance de la responsabilité. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu comment c'est un petit peu paradoxal. Mais c'est important de voir ça pour deux raisons. Premièrement, parce que on parle de pouvoir. Vous voyez que la question de pouvoir politique et du lien avec notre accès à la terre et à la capacité de produire et d'avoir une souveraineté alimentaire est remise en question parce qu'en fait, nos territoires, anciennes colonies, ne sont pas considérés comme des territoires à part entière qui pourraient devenir autonomes en termes d'autosuffisance alimentaire. La deuxième chose, c'est encore une fois pour l'accès à la terre, le peu de terre disponible, du coup, peut ne pas l'être, puisqu'en fait, on ne peut pas y planter n'importe quoi. Elles sont impropres à la culture en raison justement de cette pollution qui est prévue pour des siècles. C'est-à-dire qu'on, pour l'instant, on n'est pas en mesure de savoir quand est-ce qu'on pourra dépolluer les sols. On peut quand même les utiliser en faisant de l'exploitation hors sol, c'est-à-dire avec un système de jardinière, etc. Mais c'est quelque chose qui a un coût différent et qui est beaucoup plus contraignant que si on pouvait l'utiliser normalement. Donc cette situation, ce contexte a un impact direct sur la valeur économique des terres également. Les prix sont plus importants quand la terre n'est pas polluée. Et du coup, la gestion foncière freine le renouvellement des exploitations et donc perturbe aussi la capacité des femmes à avoir accès à certaines terres. Donc déjà, à partir de ces deux éléments, on peut constater que le foncier est un problème pour les femmes. Elles sont exclues par rapport au foncier, qui est lié aussi à une vision un peu patriarcale de l'agriculture, parce qu'en fait, moi, je suis propriétaire, je vais plutôt céder mes terres à mon fils, à mon neveu, à mon cousin, et en dernier recours aux femmes. Ce n'est pas systématique, mais c'est généralement le cas. Et puis, on a aussi la question du coup avec le coût des terrains,
des femmes qui vont plutôt opter pour de petites exploitations, notamment des exploitations vivrières. Le problème, c'est que les institutions de crédit, les institutions bancaires n'apprécient pas la vulnérabilité et le peu de rapport de ces petites exploitations. Donc refusent parfois d'apporter les aides et les prêts qui auraient été nécessaires à ces femmes. Encore une fois, la dichotomie entre la France et la Martinique, les Martiniquais, les Guadeloupéens, sont jugés sur des critères hexagonaux qui ne correspondent pas à nos réalités locales. Autre axe que je voulais développer avec vous sur la contextualisation avant de passer au portrait, c'est encore cette notion de pouvoir économique et institutionnel, la question du cloisonnement et du coup de notre dépendance vis-à-vis de notre ancienne métropole, puisqu'en fait, aux Antilles, on a deux filières principales, la production de la banane et la production de la canne à sucre. Ces deux monocultures sont tournées essentiellement vers l'exportation. Elles bénéficient de subventions européennes et d'accords préférentiels. Donc, beaucoup d'agriculteurs, ceux qui en ont les moyens et qui peuvent s'offrir les exploitations qui ont assez de terre, se tournent principalement sur ces cultures afin de bénéficier des aides et des infrastructures qui vont avec. Vous voyez qu'encore une fois, du coup, nos femmes, sont reléguées, puisqu'elles sont plus nombreuses dans les petites exploitations vivrières notamment. Elles préfèrent se tourner vers la diversification parce qu'elles ont compris qu'en fait, il y avait des enjeux à sortir de cette monoculture qui ne va pas permettre de nourrir la population martiniquaise. Elles s'orientent aussi vers le bio, mais le bio, c'est quelque chose de très compliqué sur un petit territoire comme le nôtre avec des intrants qu'il faut acheter et tous les produits qu'il faut mettre en place. La SAFER et les chambres d'agriculture tentent d'accompagner, mais maîtrisent mal tous les systèmes d'aide là-dessus. Donc, on a aussi beaucoup de mal à développer dans le bio. Ces femmes aussi préfèrent travailler sur le circuit court, des circuits courts, donc du producteur au consommateur ou aller directement sur les marchés locaux. Mais c'est la même chose, ce sont des circuits qui sont difficiles et qui ne rapportent pas nécessairement beaucoup. Donc ce sont des activités qui sont souvent faiblement rentables et donc ces exploitations tenues par des femmes sont parfois difficilement viables. On a véritablement un problème d'accompagnement pour tout ce qui n'est pas monoculture, que ce soit de la part de la collectivité territoriale, de la DAF, de la SAFER. Nous n'avons pas de projet alimentaire territorial, malgré les manifestations qui ont eu lieu l'an dernier et qui se maintiennent encore sur la question du coût de la vie et justement de la souveraineté alimentaire. Et ce sont des problématiques que de nombreuses agricultrices aujourd'hui posent et mettent sur la table, à l'exemple de Monette Marie-Louise, qui est une ancienne cadre de l'enseignement agricole, qui a lancé une structure justement autour de l'agriculture, mais pour venir en aide et pour former des jeunes hommes comme femmes, mais principalement des femmes, à l'agriculture. Elle évoque carrément un mal développement agricole pour les Antilles et elle explique que nos systèmes qui sont calqués sur des modèles européens, métropolitains, sont inadaptés à nos réalités insulaires et justement, cette dépendance alimentaire, c'est une construction politique qui est voulue et dont on aura du mal à se défaire s'il n'y a pas de véritable mobilisation de toutes les instances concernées. Donc, Monette Marie-Louise fait partie d'un groupe de femmes qui était sur Paris le week-end dernier, puisqu'en fait, il y a eu une grosse manifestation qu'on a appelée les matrimoines ultramarins, qui était tournée vers les agricultures ultramarines et les projets portés par des femmes qui venaient à la fois donc, de la Martinique, de la Guadeloupe, mais aussi de la Réunion, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. Donc pendant un week-end, elles ont pu montrer aux personnes intéressées, en région parisienne, ça s'appelle la Cité Joyeuse, certaines pratiques qui tournaient autour justement de ce retour à la terre, des pratiques ancestrales qui sont plus respectueuses de l'environnement, qui font la part belle aux plantes médicinales
et justement à une autre forme de solidarité dans le monde agricole, articulée en l'occurrence autour des questions des femmes. Donc on voit, je voulais vous montrer justement que sur cette question du pouvoir économique, on est obligé d'avoir, pour répondre à ces questions, une approche décoloniale comme l'appel de ses voeux Malcolm Ferdinand, puisque dans son dernier bouquin S'aimer la terre, S''AIMER, S'aimer la terre, il invite justement à repenser l'habité colonial. C'est-à-dire qu'habiter, c'est pas simplement occuper un espace, c'est vraiment comprendre le territoire, s'inscrire dans une histoire, s'inscrire dans la relation au monde de ce territoire. Et donc pour lui, il faut arrêter avec une vision capitaliste de la nature, une vision extractiviste de la nature, et reconnaître la terre, non pas comme une simple ressource qu'on va utiliser, mais comme une terre-mère, un petit peu comme on le faisait dans la cosmographie des Amérindiens, les Kalinago qu'on avait chez nous en Martinique et en Guadeloupe, ou dans la cosmologie afro-caribéenne, qui a vraiment le vent en poupe depuis 5-6 ans dans nos territoires. Donc, on voit bien ici qu'on va faire aussi le lien entre ce projet décolonial pour se réapproprier la terre selon ce que proposaient les ancêtres et une approche écoféministe. Autre aspect aussi de la question, j'ai mis pouvoir technique parce qu'en fait, il y a aussi la question du savoir. Parce qu'en fait, la colonisation a aussi apporté des modèles qu'on devait calquer. L'idée, c'est de redonner la part belle à des pratiques qui se faisaient avant. Alors, je parle pas nécessairement de l'Afrique, je peux parler par exemple du jardin colonial tel qu'il était mis en place par les Amérindiens, chez nous les Kalinago, au nord les Taïnos. Ils pratiquaient ils avaient ce qu'on appelle l'inchali. Ils avaient leur jardin à côté de leur carbet où ils pouvaient se procurer les plantes, les ressources dont ils avaient besoin au quotidien. Ces jardins créoles ont été repris ensuite par les esclaves parce que, à côté des activités qu'ils avaient dans l'habitation pour la culture de la canne, etc., les maîtres leur avaient laissé un petit lopin de terre pour pouvoir se procurer l'alimentation du quotidien. Comme ça évitait aux maîtres de leur donner de l'argent, d'aller se procurer à manger pour eux. Et donc, du coup, ces petits jardins créoles, ils sont restés un petit peu dans nos coutumes. Dès qu'on a un petit lopin de terre, on a toujours des petites plantes avec les choses dont on a besoin au quotidien pour le rhume, pour le mal de tête, quelques tomates, etc. Avec la crise du Covid en 2019, les Martiniquais se sont encore plus tournés vers cette idée du jardin créole parce qu'en fait, on fait partie des populations qui ont résisté, c'était bien ou pas bien, je ne sais pas, à la vaccination et on s'est tourné beaucoup sur l'utilisation des plantes médicinales locales. Et du coup, depuis 2019, et aussi avec d'autres crises alimentaires, beaucoup de Martiniquais et de Guadeloupéens, beaucoup d'Antillais ont compris que cette notion de souveraineté alimentaire, c'est pas simplement un mot comme ça, c'est que quand il y a vraiment une crise et qu'il y a un problème, on ne peut compter que sur nous. Mais si on est totalement tourné vers l'Hexagone, ça va poser problème. Un petit peu comme on l'a vécu, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, quand les relations étaient coupées et que du coup, on a dû retrouver la farine de fruits à pain, la farine de manioc ou des choses comme ça. Donc, on a une nouvelle génération qui est demandeuse, justement, de la transmission de ce savoir qui se fait à la fois d'un point de vue scientifique, puisqu'il y a des gens qui travaillent vraiment sur l'identification des plantes, de leurs vertus, de ce qu'elles peuvent apporter dans les différents domaines, que ce soit pour la santé mentale, etc. Et aussi parce que eux aussi, ils veulent avoir cette transmission. Et souvent, ce sont les femmes, les grands-mères, les grandes-tantes qui sont porteuses de ce savoir. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette nouvelle génération d'agricultrices qu'on va retrouver aux Antilles,
contrairement aux stéréotypes qu'on pourrait avoir, nous avons des jeunes femmes qui sont très formées, c'est-à-dire qui ont fait souvent des études très poussées, pas nécessairement dans l'agriculture, mais oui, on peut avoir des ingénieurs dans les domaines de l'agroalimentaire. On peut avoir alors, j'ai rencontré une jeune fille, qui est une ancienne élève, Marielle, qui a le projet de créer sa société de vente de petites jardinières, qui a fait des études de sciences politiques, mais du coup, qui en recherche d'identité, qui cherche à se reconnecter à son identité, s'est tournée vers la terre, a fait des stages dans une structure, une exploitation menée par une femme, et du coup, elle s'oriente maintenant vers sa propre entreprise qui se tourne sur l'aide et le conseil à toutes les personnes qui voudraient avoir leur propre jardin créole, même sur leur balcon. D'accord ? Donc, on a des femmes qui ont vraiment des compétences, que ce soit dans le domaine de l'agroalimentaire, mais même dans le marketing, etc., et qui ont compris que l'agriculture, c'est pas simplement planter des choses, mais c'est avoir une dimension un peu plus... c'est un écosystème. Elles ont une vision systémique des choses qui font qu'elles ont une autre approche qui peut être intéressante, et c'est pour ça aussi qu'on pense que ces jeunes femmes peuvent être un levier pour le changement dans nos territoires. Alors, parmi les femmes dont je voulais vous parler, il y a Véronique Monjean, qui a mené donc cette lutte pour récupérer de façon légale les 125 hectares de terre au nord du Morne-Rouge. Florence Lazare a fait un film sur elle, donc un film qui dure à peu près 52 minutes, le format d'un documentaire, où elle parle de son amour de la terre, mais avec une approche vraiment militante et politique. Le point de vue de Véronique, c'est de se dire qu'il n'est pas normal que des Antillais doivent se battre, hommes ou femmes d'ailleurs. Elle est féministe, elle se revendique comme féministe, mais d'abord son combat est pour la terre en Martinique, sur des terres qui ont été exploitées par les esclavisés, par les afro-descendants, qu'aujourd'hui ces personnes doivent lutter pour avoir accès à un petit morceau de terre. Et ces 125 hectares qui étaient laissés à l'abandon, elle explique que elle vient d'une famille d'agriculteurs, ses arrière-grands-parents ont pu travailler là-dessus, etc. Il n'y a pas de raison qu'elle ne puisse pas y avoir accès aujourd'hui, surtout que le terrain était laissé en friche. Donc, avec un groupe de personnes qu'elle a pu mobiliser, hommes et femmes, ils ont pu mettre une pression et obtenir justement des contrats, des baux pour pouvoir exploiter légalement ces terrains. Ces terrains aujourd'hui sont une forme de grenier pour l'agriculture en Martinique parce que la production, alors ici, elle est en train de travailler sur des dachines, c'est une racine qui est proche de l'igname, pour ceux qui ne connaissent pas. Et elle espère pouvoir laisser transmettre cet héritage à ses enfants. Le problème est que, il y a toujours des problèmes en Martinique, non, il y en a souvent. Cette année, les terres ont été rachetées par la SAFER. Et le problème, ce que craignent ces femmes qui travaillent sur ces terres, parce qu'il y a un petit groupe de femmes qui travaillent sur ces terres au Morne-Rouge, c'est que la SAFER revende ces terres, mais en petits lots. Et le problème avec la mise en parcelle, c'est qu'à terme, ces terres, elles disparaissent parce qu'en fait, elles ne vont pas être destinées qu'à l'agriculture. Donc, ce combat de toute une vie qu'elle a mené depuis 40 ans est aujourd'hui menacé par rapport justement à la SAFER. C'est une vraie militante parce qu'elle est aussi engagée dans des mouvements féministes, mais aussi dans des mouvements de revendication pour l'histoire de la terre. Alors, j'ai pris cette photo lors d'une manifestation qui a lieu en avril-juin sur France Fanon, les héritages de France Fanon, qui est un Martiniquais, et qu'est-ce qu'il a pu laisser justement pour ses combattants. Et j'ai fait exprès de la prendre entourée de Karl Toto et de Garcin Malsa. Souvent, quand on parle de la lutte menée pour les terres en Martinique, on pense à des figures masculines, alors que vous avez beaucoup de femmes qui travaillaient comme des petites mains. Donc Véronique, elle a une carrure, elle fait partie aussi, elle a fait longtemps partie d'une association féministe qu'on appelle l'Union des femmes, donc elle est assez connue, mais il y a aussi beaucoup de femmes qui
qui militent dans ces associations et qui permettent de lutter sur ces questions de terre qui sont parfois problématiques d'un point de vue juridique. Ici, je vous avais parlé tout à l'heure de Monette Marie-Louise. Elle, son objectif, c'est d'entrer par l'intérieur et de poser la question des institutions. Et donc, elle fait partie de ces femmes. Elle prépare une thèse en sociologie. Elle travaille sur la transition écologique. Elle a monté une sorte de ferme-école pour justement transmettre son savoir sur l'exploitation des terres. Et elle s'inspire d'un modèle qui a beaucoup de... qui est en train d'essayer de se développer en Martinique, le modèle Shongai. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a une ferme Shongai au Bénin. Donc en fait, ils travaillent en circuit fermé. Ce que mes déchets, j'arrive à les recycler, à les utiliser pour produire, etc. Et il y a beaucoup de Martiniquais qui partent au Bénin pour se former, pour comprendre comment ils fonctionnent et pour essayer de réapporter ces techniques en Martinique et essayer de voir s'ils arrivent aussi à faire quelque chose. Donc elle est porteuse d'un nouveau modèle, puisqu'en fait, et c'est pour ça que j'ai pris la vignette à droite où elle dit « Nous sommes la solution ». Pour elle, il faut arrêter de regarder vers l'extérieur, il faut trouver la solution au sein de nos propres territoires de façon autonome, être consciente et travailler de façon collective pour produire justement ce qu'on doit consommer et j'accélère. Autre figure, Annick Jubénaud, qui est la représentation de cette perspective de genre, parce qu'en fait, le lassotais, donc c'est aller à l'assaut de la terre, l'idée c'est que pendant longtemps, on travaillait par coup de main. On appelait des amis pour dire est-ce que tu es disponible pour m'aider à pouvoir retourner la terre avant que je puisse planter, etc. Et souvent, on faisait appel à des hommes et ça se fait sur le son du tambour. Donc, il y a des gens qui jouent au tambour, au tibois, et puis ça rythme le travail de la terre. Je n'ai pas mis la vidéo parce que je n'étais pas sûre de pouvoir la diffuser. Et donc là, vous avez une femme qui s'est réappropriée ce lassotais, qui forme des femmes. Par exemple, chaque année, elle est en association avec une association qu'on appelle le NI, qui travaille avec des femmes migrantes dominicaines, sainte-luciennes, etc., qu'elle fait venir sur le terrain et qu'elle initie au lassotais. Parce que pour elle, cette pratique amène à plus de solidarité et amène ces femmes à déjà être plus solidaires entre elles et justement avoir une autre conscience de leur corps, de la terre qu'elles cultivent et de ce qu'elles vont manger. Donc on a avec elle un projet assez intéressant avec une action sur le 100% féminin et elle est très tournée donc du coup sur cet outil politique qui, pour elle, sert justement à l'économie sociale et solidaire. Deux dernières figures. Nini, les jardins de Nini que vous pouvez trouver sur Instagram, sur YouTube. Elle reprend une exploitation familiale, donc ses parents. Elle a longtemps travaillé avec sa mère. Et donc, son approche, et c'est pour ça que je vous dis que les nouvelles générations sont assez intéressantes, l'idée, c'est qu'une exploitation agricole menée par une femme, surtout si c'est une petite exploitation, elle doit être diversifiée. Elle ne peut pas se contenter juste de vendre des fruits et des légumes. Donc, elle transforme, elle va proposer du thé, des bains des marais, etc. Et puis, il y a une forte stratégie marketing, puisqu'elle est sur tous les réseaux sociaux. Et puis, elle a aussi cette volonté de transmettre. Donc, elle fait souvent des vidéos pour dire bon, alors, vous avez mal au ventre, il faut prendre plutôt des feuilles de manguier, des choses comme ça, des choses qu'on peut trouver dans le jardin. Donc, ce savoir qu'en général, on n'a pas, si on n'a pas une grand-mère, des grands-parents qui étaient dans l'agriculture, eh bien, on va sur les jardins de Nini et puis on trouve, à partir de ce qu'on a dans le jardin, qu'est-ce qu'on peut utiliser. Donc, on a cette volonté alors son vrai prénom, c'est Léa, de transmettre tout ce que peut amener la pharmacopée antillaise et le jardin créole. Wael, elle est intéressante aussi, un peu comme Léa, mais plutôt dans l'esprit, c'est pour ça que je vous ai mis une agriculture de père en fille. Son père est
justement le frère de Karl Toto, qu'on a vu tout à l'heure, qui est un militant aussi de la terre et qui a su transmettre à sa fille justement cette volonté de pouvoir avoir une agriculture. Alors, pas nécessairement bio, mais une agriculture durable, respectueuse. Et elle transmet aussi à ses enfants, dont une petite fille à qui elle veut justement transmettre les mêmes valeurs. Et comme Léa, elle a cette idée qu'il faut diversifier. Elle va faire des brunchs au jardin, elle va vous initier, elle va vous inviter à venir voir comment on cultive les terres. On n'est pas juste dans du commerce, on a vraiment une stratégie de transmission. Et puis, deux démarches alors citoyennes. D'un côté, il y a Jaya Sani, qui est une militante, comme on les appelait, rouge, vert, noir, c'est-à-dire très portée sur l'indépendance, il faut casser les statuts, il faut décoloniser, c'est pas bien, et qui s'est basée sur son exemple de militante, il faut retourner à la terre, parce que si on veut détruire les statuts, il faut commencer aussi à détruire nos propres schémas mentaux et notre rapport à la terre. Après, on peut être d'accord avec elle ou pas sur ses projets politiques, mais c'est son approche. Et puis de l'autre côté, je vous ai mis une capture de la plage de Marielle avec son projet Inchali, où elle présente clairement son projet comme une façon de se reconnecter à des traditions, à un patrimoine qu'il faudrait pouvoir valoriser. Et donc, pour finir, on voit bien que ces femmes ont toutes comme point d'orgue cette notion de mettre en place des contre-modèles. On en a fini avec la culture de plantation, on en a fini avec la monoculture. Il faut travailler sur la diversité. Il faut avoir une agriculture qui permet de nourrir les Martiniquais. Ce sont des personnes qui sont très tournées sur les héritages, héritage des semences traditionnelles, héritage des pratiques, comme on cultive la terre, quelles plantes on devrait cultiver, de façon à être autonome. Et la terre est vécue, la culture de la terre est vécue pour toutes ces femmes comme un moyen de résistance, pas seulement de résilience, mais de résistance à un schéma, à des schémas qu'elles ne partagent plus. Donc vous voyez que les types de pouvoirs qui sont mis en place, que ce soit le foncier, l'institutionnel, l'économique, etc., sont investis de toutes parts par ces femmes, de façon justement à promouvoir une autre vision des choses et justement une vision décoloniale qui permet de mettre en place de contre-espaces. Je crois que j'ai atteint mes 30 minutes. Si vous voulez, on peut passer aux questions. Très éclairant et synthétique, très bien structuré. Je voudrais savoir si vous pouvez nous parler de quelques figures féminines guadeloupéennes, parce que j'ai remarqué au fil de conférences qu'il y a moins de données ou de recherches peut-être sur ce qui se passe à la Guadeloupe. Alors, là, je ne pourrais pas vous donner de nom précis parce que je travaille actuellement sur la partie Guadeloupe, mais non, il y a à la limite, je dirais que c'est peut-être, moi j'ai eu la sensation inverse qu'en Guadeloupe, en fait, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de recherches, mais qu'il y a beaucoup plus de femmes investies, parce qu'en fait, le foncier n'est pas le même. Il y a pas, il y a des petits blancs, comme on les appelle, mais il y a les petits blancs, il y a beaucoup d'Indiens qui ont les terres, mais l'accès à la terre n'a pas été le même, et du coup, on a beaucoup de femmes qui s'investissent. Dans les nouveaux profil, vous avez une jeune femme qui a créé une association qui s'appelle Drain-Elle, qui travaille justement à utiliser l'agriculture sous forme de chantier d'insertion pour les femmes. Vous avez celle qui a la tête des jardins d'Ayo, qui est très intéressante parce qu'elle est aussi dans la diversification, et plusieurs des jeunes femmes, alors elle je l'ai interviewée, mais plusieurs des jeunes femmes que j'ai pu interviewer ces vacances m'ont expliqué c'est vraiment un relais, c'est-à-dire qu'elle n'hésite pas à aider les plus jeunes
à se former, à trouver des stages, à essayer de trouver des terres. Donc, on a aussi une personnalité qui est assez intéressante. Et puis, j'ai pas son nom en tête. Elle était aussi à Paris ce week-end, qui travaille justement sur la promotion du jardin créole. Mais on a vraiment des femmes qui sont très investies aussi dans le secteur agricole en Guadeloupe. Mais c'est ça le problème, c'est que la question de l'invisibilisation de leur projet en tant que tel. Bonjour, merci beaucoup. Je voulais savoir à quel point les solutions qui étaient apportées étaient limitées par la pollution au chlordécone et s'il y avait justement quelque chose pour contourner ça. Alors, heureusement, ce ne sont pas toutes les terres qui sont polluées. Donc du coup, on a la possibilité de faire analyser nos sols, même les particuliers, pour savoir s'ils peuvent faire leur petit jardin dans leur petit lot de terre. Donc on fait analyser les sols. Quand c'est pollué, on a la possibilité de faire du hors-sol. C'est pour ça que Marielle a essayé de développer son système de jardinière, par exemple. Après, dans les terres qui ne sont pas polluées, du coup, on peut faire plein de choses. Et après, la pollution, elle ne touche pas tout. C'est-à-dire que tout dépend. Si vous voulez planter des arbres à pin, ça, vous pouvez. Ça touche pas les fruits en hauteur. En fait, la chlordécone touche surtout les racines, c'est certaines productions. Donc, du coup, ça limite certaines productions, mais on peut en faire d'autres. Voilà. Donc, non, c'est pas impossible. On n'est pas mort. Bonjour. Je voulais savoir comment étaient reçues du coup ces actions des femmes par les acteurs traditionnels en fait de l'agriculture et notamment par les hommes. Est-ce qu'il y a des résistances ou est-ce qu'il y a des formes d'accompagnement maintenant? Alors, Véronique Monjean, elle a eu l'opportunité de pouvoir être intégrée très rapidement avec un collectif mixte, notamment Garcin Malsa et Carl Toto, qui dans les années 70, sont porteurs juste d'un projet, qu'on soit homme ou femme, et qui venait systématiquement lui porter un coup de main parce qu'elle aussi, quand il menait des combats ailleurs, elle était sur le terrain. Aujourd'hui, je dirais plutôt que c'est pas une résistance, mais c'est peut-être un manque d'intérêt, plutôt au niveau des institutions, sur ces problématiques. Et je suis même pas sûre que ce soit tellement pour les femmes, mais que c'est juste pour tous ceux qui ne sont pas dans les monocultures. Je prends l'exemple des subventions qui sont données à l'Europe. Dernièrement, il y a un jeune agriculteur qui disait, alors jeune agriculteur, c'est 40 ans, hein, qui disait que il n'a qu'à se suicider parce qu'il avait fait une demande de subvention. On lui a accordé les prêts, comme si on lui a accordé les prêts en juillet. Et à la fin, au début du mois d'août, il devait donner déjà toutes les factures. Sauf que dans les petites exploitations, on n'a pas suffisamment de trésorerie pour commencer à acheter tant qu'on n'a pas l'argent. Donc du coup, il est obligé de rembourser un prêt qu'il n'a même... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc je ne sais même pas si c'est... Enfin, je suis en train de travailler là-dessus. Si c'est seulement une question de genre ou si c'est la question justement des petites exploitations qui sont mal prises en compte par le système pour nos territoires. Derrière, il y a une dame. Du foncier? C'est vraiment un problème de jeunes parce qu'en fait, les enfants de Béquet, ils n'ont pas de problème. Ils récupèrent souvent l'exploitation des parents. Je prends, alors pas nécessairement des Béquets, mais je prends l'exploitation, tous ceux qui font le rhum Naisson ou Clément, enfin, je prends les exemples du rhum pour la canne. Ils peuvent prendre la relève des parents. C'est plutôt pour justement ceux qui souvent n'ont pas de famille dans l'agriculture ou qui ont des familles, qui ont des petites exploitations qu'on ne peut pas parcelliser. Mais par exemple, j'ai le cas d'un agriculteur à Font-Saint-Denis, donc qui est dans l'agriculture bio depuis des années. Il a eu que des filles. Il sait qu'il va transmettre. Il travaille avec sa fille aînée qui veut se tourner vers l'agriculture et à qui il va transmettre l'agriculture. Donc si on a de la famille qui a de la terre, on peut.
la question se pose surtout pour les jeunes qui vont dans les lycées agricoles, qui veulent avoir des projets, mais du coup, ils n'ont pas cette terre. On y sait. Mais c'est... Ah, mais vous pensez bien que chaque année, il y a des manifestations. Là, l'année dernière, on a eu des blocages partout. Mais entre guillemets, c'est légal, ce sont leurs terres. Donc, à part une redistribution, on se bat là-dessus. Mais c'est comme pour la chlordécone. Hein, ce serait ça. Voilà. Ben, je vous remercie. On m'a dit que le temps est imparti, mais sinon, moi, je peux vous voir à l'extérieur, il n'y a pas de souci.